je vais appeler le bâtonnier Vérine, qui va nous parler des problèmes juridiques à propos de l'information et des réseaux sociaux, injures, diffamation, atteinte à la vie privée, droit de réponse. Le bâtonnier Vérine, qui est membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Tout à fait. Et qui, d'ailleurs, à l'occasion de son discours de réception, nous a appris que son aïeul, son bisaïeul et son trisaïeul étaient membres de l'Académie de Montpellier. Cette continuité exceptionnelle s'accompagne d'une rupture, puisque, issu d'une lignée de médecins, c'était des professeurs de médecine, il est devenu avocat et, à ce titre, élu bâtonnier des avocats de Montpellier. J'ajouterai qu'il préside l'école des avocats Centre-Sud, qui a une assise géographique assez particulière, puisqu'elle concerne la formation des avocats relevant des cours d'appel de Montpellier, de Nîmes et de Riom, si bien qu'elle couvre 11 départements qui vont de la Méditerranée à l'Auvergne. L'explosion du nombre et des types de réseaux sociaux risque d'accroître la complexité des problèmes juridiques que posent ces réseaux. C'est la raison pour laquelle nous attendons avec beaucoup d'impatience les commentaires qui vont nous être faits par notre confrère. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir parlé de mon trisaïeul, qui était membre de cette académie dans la section médecine, mais vous avez omis d'indiquer que ce trisaïeul était aussi le trisaïeul de mon cousin Étienne Lénard, que vous entendrez tout à l'heure. Je vais, puisque je suis le local de l'étape, vous faire un grand plaisir. J'essaye tous les jours de plaider devant des magistrats qui me demandent d'aller au fait et d'être bref. Alors je vais vous faire un grand plaisir, puisque je sais que l'horaire a été dépassé, et je vais essayer d'être bref et d'appliquer ce merveilleux proverbe africain au terme duquel celui qui parle doit avoir pitié de ceux qui écoutent. On a dit tout à l'heure que la liberté d'expression était un droit fondamental. On a cité l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette liberté d'expression, elle est aussi consacrée par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans son article 10. Mais ce droit, toute liberté s'arrêtant là où commence celle d'autrui, ne peut ni ne doit causer à quiconque un dommage anormal, ni troubler l'ordre public, et ce, quels que soient les supports de l'expression, et notamment les supports numériques. Il a d'ailleurs fort peu évolué parce que la bonne vieille loi de 1881 dont on parlait tout à l'heure a subi quelques adaptations, mais s'applique, et s'applique également aux supports numériques. Alors en France, il y a des limites nombreuses, trop nombreuses, à la liberté d'expression, dont certaines sont contestables, je dois dire que les carences de la justice ou son manque de budget font que, finalement, vous allez voir, c'est pas très grave. Alors, première limite, les propos ou images interdits par la loi. Et oui, il y a en France des propos ou des images qui sont interdits par la loi. Il s'agit des propos racistes, des propos négationnistes, de l'apologie de crimes de guerre, de l'incitation à la haine ou à la discrimination raciale, sexuelle ou autre, de l'incitation à la consommation de stupéfiants, et puis, ça c'était très utilisé au XIXe siècle, des fausses nouvelles. Au XIXe siècle, on poursuivait à tour de bras le délit de propagation de fausses nouvelles. Alors là, je m'arrête un instant, une minute, ça ne sera pas le débat d'aujourd'hui, mais vous savez, nous vivons dans un siècle où, à défaut de vérité révélée, il y a quelques vérités officielles dont la simple discussion est illicite et passible de poursuites pénales. Deuxième limite, je vais passer très vite, les atteintes à la vie privée d'autrui ou au droit à l'image d'autrui. Troisième limite, les propos diffamatoires ou injurieux. Alors là, rapidement, une petite définition très brève et cursive. La diffamation, c'est l'allégation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la réputation d'autrui et surtout susceptible, le cas échéant, d'une preuve contraire. L'injure, c'est toute expression outrageante, méprisante ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.
Autre limite, ce qu'on appelle les secrets protégés, je vais le plus vite possible, secret professionnel, secret de l'enquête ou de l'instruction, secret des affaires, secret de la défense. Est-ce que le secret de la défense existe toujours? Vous savez une petite enquête en ce moment sur des documents secret défense qui ont été remis à des journalistes. Autre limite, les atteintes à la présomption d'innocence. Il doit y en avoir d'autres que j'ai oubliés, mais j'essaye d'aller vite. Donc il existe des moyens juridiques et judiciaires de se protéger ou d'obtenir réparation du préjudice subi lorsqu'on est cité ou mis en cause, et on peut s'interroger avant de les énumérer brièvement, et c'est ça finalement mon message le plus important, sur leur opportunité et sur leur efficacité. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde qui est saturé d'informations, on l'a dit, à une cadence soutenue, et dans lequel, selon l'expression consacrée, une information chasse l'autre. Les procédures judiciaires, quant à elles, elles sont complexes, pleines de choses-trappes et souvent longues, alors que seule leur rapidité pourrait assurer leur efficacité. La loi prévoit d'ailleurs en matière de diffamation et d'injure qu'en théorie, le tribunal doit statuer dans le mois de la poursuite, et en matière électorale, je crois que c'est 10 jours, mais ce sont des délais qui sont sans sanction. Donc, les juridictions ne les appliquent pas. Et à Montpellier, il y a une vague audience correctionnelle par trimestre qui est sursaturée. Et si demain, vous faites citer directement quelqu'un en diffamation pour injure devant le tribunal correctionnel de Montpellier, eh ben, vous pouvez espérer que vous serez jugé dans 1 an et demi ou 2 ans, et encore avec mauvaise grâce. Il y a donc souvent lieu de ne rien faire pour éviter finalement qu'on reparle de ce qui fâche à une date où tout le monde l'aura déjà oublié. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une anecdote que je vais anonymiser, bien qu'elle ait plus de 20 ans, législative. Un hebdomadaire national publie un baromètre des candidats, avec pour chaque candidat un feu rouge, un feu orange ou un feu vert, et un petit commentaire incisif. Et concernant un homme politique de notre région, le commentaire, qui va être cru, mais bon, moi je vous le livre tel qu'il a été donné, c'est considéré comme le plus con de tous les députés de tel parti. L'intéressé est accroché au lustre. Il vient voir mon cabinet, nous faisons une citation directe devant le tribunal correctionnel, nous obtenons 1 an et demi après, alors que tout le monde a oublié que les élections législatives ont eu lieu, etc., 1 an et demi après, on en reparle, stupidement, parce qu'il y a une audience publique devant le tribunal correctionnel. Condamnation de l'hebdomadaire, qui est condamné également à titre de dommages-intérêts à publier le jugement par extrait, et qui le publie, mais qui le publie avec ce commentaire. Un tel n'est pas con, à la ligne. Un tel n'est pas con, mais il a fallu que la justice tranche. Re-accrochage au lustre, re-irruption au cabinet, qu'est-ce qu'on fait? Mais monsieur, surtout rien. Surtout, on ne fait rien. Autre difficulté, l'information numérique, on l'a dit tout à l'heure, circule quasi instantanément sur le net, c'est-à-dire sur toute la surface de la Terre. Et elle se démultiplie en transitant ou en étant reprise et enregistrée sur divers sites, avec de surcroît l'inconvénient des moteurs de recherche performants qui permettent de la retrouver, même si elle a été supprimée amiablement ou judiciairement du site initial, parce qu'elle a circulé et parce qu'elle a été dupliquée. Donc, quelles sont les actions possibles? Et je vais avoir vite fini. Protection de la vie privée, action possible en réparation du préjudice subi, possibilité, ça va relativement vite, de faire ordonner en référé, qui est une procédure d'urgence, le séquestre, la saisie ou tout autre moyen pour faire cesser l'atteinte à la vie privée. C'est l'article 9 du Code civil qu'utilisent toute la journée, non pas parce qu'on attente à leur vie privée, mais pour gagner un peu d'argent, des acteurs, des actrices, des mannequins, etc., qui en fait ne subissent pas de préjudice d'atteinte à leur vie privée, mais uniquement un préjudice commercial parce qu'ils n'ont pas pu faire payer la photo. Atteinte à la présomption d'innocence, action en réparation du préjudice subi, possibilité de faire ordonner en référé, ça ce sont des procédures qui vont vite,
une rectification ou la diffusion d'un communiqué. Diffamation ou imputation d'un fait, action civile ou pénale, ou droit de réponse. Mais est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer un droit de réponse à la presse écrite ou à la presse audiovisuelle, c'est encore plus difficile, ou sur le numérique? Le droit de réponse est presque toujours systématiquement refusé. Parce que dans ce droit de réponse, vous devez répondre uniquement à votre mise en cause, en restant bien dans ce cadre et sans termes outrageants ou sans déraper ou sans aller à côté. Et donc, on vous dira toujours que votre réponse est impubliable. Les actions pénales, elles sont difficiles. La prescription est brève, c'est 3 mois. La procédure est complexe, elle est pleine de choses trappes. Et votre adversaire va pouvoir se défendre en vous opposant l'exception de vérité ou sa bonne foi, sauf en ce qui concerne la vie privée. Alors sur l'exception de vérité, je voulais vous dire quand même une chose qui me semble importante, et puis je vais avoir fini, Monsieur le Président. C'est que jusqu'à il y a quelques années, et c'est une anomalie qui a été corrigée heureusement, mais c'est important de vous en parler parce que ça peut être connoté avec ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Jusqu'à il y a quelques années, on ne pouvait pas, lorsqu'on écrivait, je prends un exemple, « Monsieur Untel a commis un hold-up à telle date ». Si le hold-up avait été commis plus de 10 ans avant la publication de l'information, on était irrecevable à prouver la vérité du fait. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de droit à l'oubli tous les 10 ans. Ça a été heureusement supprimé et on est revenu à cette situation résumée par Marcel Pagnol, je ne sais plus dans quelle pièce, qui disait que l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Alors qu'il y a quelques années, ça pouvait servir une fois tous les 10 ans. Tout ça est applicable à tous les services en ligne, à tous les médias numériques. Et pour terminer, la loi du 21 juin 2004 et divers ajouts postérieurs prévoit que les fournisseurs d'accès et les hébergeurs sont tenus par une obligation de mise en place d'un dispositif facilement accessible et visible qui permet à tous de porter à leur connaissance tout abus de l'expression sur le réseau ou sur un site web. Et ils ont également une obligation d'information des autorités publiques sur toute activité illicite et de collaboration pour identifier, parce que c'est le problème, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, pour identifier l'auteur, parce qu'il y a une responsabilité de l'hébergeur, mais tout le problème sur lequel on discute actuellement, c'est les sites sur lesquels chacun, avec une fausse ou une vraie identité, peut donner son avis ou écrire ce qu'il a envie d'écrire et commettre ainsi un certain nombre d'infractions. Monsieur le Président, je crois que j'ai été bref. Voilà. Et qui a dit que les avocats étaient bavards. Je crois qu'on ne peut que remercier au sein de cette académie notre membre, le bâtonnier Frédéric Vérine, d'avoir synthétisé en quelques minutes donc tout ce qu'il avait à dire et d'une manière très percutante et amusante aussi. Merci, monsieur le bâtonnier.